RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Ensemble, nous recevons Sandrine Rousseau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Députée écologiste et sociale de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors François Bayrou a tenu en cette fin de matinée une conférence de presse pour faire de la pédagogie sur l'état financier de la France et préparer les esprits en perspective du budget 2026. Le Premier ministre a expliqué qu'on ne produisait pas assez et que les Français ne travaillaient pas assez. Il prend les Français à témoin. Est-ce une bonne méthode pour vaincre en quelque sorte les réticences ou les mécontentements? Déjà, je m'interroge sur la date à laquelle il fait cette conférence de presse, parce que l'état des comptes publics, on les connaît depuis un moment. Et pourquoi le fait-il maintenant, alors qu'il est par ailleurs embêté sur la question de Betterham quand même, et il vient mettre ce pavé dans la mare alors qu'on est en pause parlementaire? Là, il n'y a pas de Parlement en ce moment, pendant 15 jours. Donc, il met ce pavé dans la mare à ce moment-là. On vient de voter un budget il y a quelques semaines à peine. Et donc, je m'interroge vraiment sur le calendrier. Et pour tout dire, en tant que parlementaire, j'en ai un peu marre que les premiers ministres successifs enjambent comme ça le Parlement de manière permanente. C'est-à-dire qu'il y a une commission d'enquête sur la dérive des comptes publics qui va rendre ses conclusions. Vraiment, on a l'impression que il a vu la lumière au fond du tunnel et puis qui s'est dit bon voilà, je vais faire ça. Là en fait non, la France ne se gouverne pas comme ça, et la France ne se gouverne pas à coup d'annonces de découverte d'une situation des comptes publics. Donc oui, la situation des comptes publics doit être regardée avec sérénité, confiance et responsabilité, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, nous imposer une lecture sur les Français travaillent pas assez, ils produisent pas assez, c'est une manière en fait d'imposer une ligne politique sans discussion collective au sein du Parlement. Moi, je voudrais dire que, par exemple, les grandes entreprises sont beaucoup trop aidées en France, alors que les petites et moyennes entreprises payent beaucoup trop d'impôts. Voilà. On va venir aux mesures, etc. Mais donc, le Premier ministre a dressé un bilan assez apocalyptique de la situation des finances publiques de la France, avec plus de 3 300 milliards de dettes, un endettement de 113% du PIB. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Vous venez dire oui, il faut en parler. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui pour dire que la situation est grave? Évidemment que les comptes publics sont dans une situation grave, mais pourquoi ? Pourquoi ? Ça, c'est une bonne question. Parce que si vous pouvez y répondre. Non, mais là, ce qu'il propose comme ligne, c'est encore une fois de ne pas augmenter les impôts. Et quand je dis ne pas augmenter les impôts, il s'agit bien évidemment des impôts des plus riches, des entreprises les plus grandes, etc. Donc il n'y a pas de cette augmentation-là. Moralité. Qu'est-ce qu'on fait comme économie quand on n'augmente pas les impôts ? Eh bien, on réduit l'étendue du service public. On réduit l'étendue et le nombre de services offerts dans les hôpitaux, le nombre de médecins. Aujourd'hui, on est à l'os là-dessus. Je le dis, je le pose de manière un peu solennelle, on est à l'os là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, parce qu'ils ont une grosseur ici, doivent passer un scanner. Ils attendent plusieurs mois. Ils doivent faire plusieurs centaines de kilomètres pour aller passer un scanner. On a des déserts médicaux où il n'est même plus possible d'aller voir un médecin généraliste. La santé des Français se dégrade de manière très importante, et notamment la santé mentale, qui est un sujet énorme sur lequel on a fait un rapport avec Nicole Dubré-Chidra, qui devrait vraiment nous inquiéter au plus haut point. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Si on cherche 40 milliards d'économies et qu'en face, on ne met pas les ressources, eh bien, on va aller grignoter, on va aller racler encore. Mais même le rabot ne sera pas suffisant. Mais non, le rabot ne sera pas suffisant. Ça veut dire qu'on va fermer des services. Ça veut dire que probablement on va fermer des hôpitaux entiers. Probablement qu'on va fermer des écoles. En fait, est-ce que c'est ça le projet radical que nous avons mis en place à l'issue de la guerre ? À l'issue de la guerre, on s'est dit le fascisme est monté parce qu'il n'y avait pas assez de commun. On a fait un projet radical. On a fait les services publics. On a fait la sécurité sociale pour tous et toutes, universelle. C'est comme ça qu'on protégeait les Français et Françaises de la montée du fascisme. Là, on est à H-1 de l'arrivée du fascisme en France, et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on racle ça. Et vraiment, c'est une erreur politique majeure. Alors, la solution se trouve... ce serait facile de dire, bon, finalement, la solution, elle est économique. Mais le problème, et vous le savez, il est politique. Donc, on va se tourner vers l'Assemblée nationale bientôt. Et c'est là que ça va se jouer, avec des conflits insolubles. La gauche dit qu'il faut taxer
les riches. Les syndicats disent qu'il faut revenir à la retraite à 62 ans. Personne n'est d'accord sur rien et la seule perspective sera le 49.3 et la motion de censure en quelque sorte. On peut faire le résumé aujourd'hui. Je rappelle que c'est quand même le gouvernement actuel, comme les précédents, qui ont mis une espèce de ligne rouge sans aucune espèce de discussion, qui est on n'augmente pas les ressources, on ne revient pas sur les aides aux entreprises, y compris les plus grandes. Bon, sur cette base-là, en fait, il n'y a pas de discussion. Parce que si vous discutez un budget, vous discutez des deux côtés du budget. Vous discutez de la colonne dépenses et de la colonne recettes. Et en fait, c'est comme s'il y avait une colonne qui nous était interdite. Donc non, je ne vais pas évidemment soutenir la fragilisation des territoires Oui, mais là, ruraux, vous criez peut-être un peu avant d'avoir mal, puisqu'on ne sait pas encore ce que Bercy va 40 décider. milliards, ça va faire mal. Oui. 40 milliards, ça va faire mal. Très mal. Très, très mal. Et là, nous sommes dans une situation où je rappelle qu'il y a des gens qui... On a eu un rapport, par exemple, sur la situation de l'enfance, de l'ASE, Sur la mortalité infantile sur la mortalité infantile, mais sur l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Voilà, j'avais... sur l'aide sociale à l'enfance qui est en déliquescence complète. Enfin, à un moment, c'est quoi notre société en fait ? Est-ce qu'on protège les enfants ? Est-ce qu'on protège les personnes malades ? C'est ça en fait les choix de société qu'on a à faire. Si on schématisait, on pourrait dire qu'il y a deux mantras. La droite dit on n'augmente pas les impôts, la gauche dit il faut taxer les riches. Vous êtes docteur en sciences économiques. Oui. Est-ce que vous pouvez avoir une position plus nuancée et éventuellement suggérer des pistes qui ne se réfèrent pas seulement au mantra de la gauche? Si je vous prends par exemple les exonérations de cotisations sociales, dont on sait qu'elles affaiblissent le budget de la sécurité sociale, puisqu'il n'y a pas cette entrée d'argent sur le budget de la sécurité sociale. Eh bien, ces exonérations de cotisations sociales qui sont extrêmement tournées autour du SMIC, eh bien, maintiennent les personnes dans des bas salaires, petit 1, puisque ça maintient, on a ce qu'on appelle une trappe à bas salaire en France. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elles sont de la même manière, elles s'appliquent de la même manière, que vous soyez l'entreprise Stellantis, que vous soyez l'entreprise Total, que vous soyez, je ne sais pas moi, une entreprise internationale, ou que vous soyez l'artisan du quartier qui fait des biens durables, qui isole les maisons, qui change les fenêtres, qui répare la plomberie, et qui en fait a une activité éminemment et sociale et écologique. Et c'est ça, des aides. Aujourd'hui, on est à peu près à 140 milliards d'aides par an aux entreprises qui ne sont absolument pas conditionnées. Et à chaque fois que nous avons proposé de les conditionner dans l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de dire quelles sont vos politiques sociales, quelles sont vos politiques écologiques, eh bien, il n'y a eu aucune espèce de soutien du gouvernement. Aujourd'hui, c'est un panier percé vers des entreprises dont on ne sait pas quelle est l'utilité de cet argent. Je voudrais qu'on dise un petit mot des ZFE, Sandrine Rousseau, la commission spéciale chargée... J'avais juste une question. Oui, pardon. Juste avant. Oui. Est-ce que, parce qu'après on va être sur les ZFE effectivement, Emmanuel Macron peut dissoudre l'Assemblée nationale à partir du mois de juillet. Est-ce qu'il est probable qu'il dissoudre et est-ce que c'est souhaitable d'après vous ? Qui sait ce qui se passe à l'intérieur de la tête d'Emmanuel Macron ? Et si vous avez la moindre idée, eh bien dites-la moi parce que est-ce que c'est souhaitable, par exemple ? Moi, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Je pense que les Français et Françaises en ont marre d'avoir une forme d'instabilité. Mais ceci dit, s'il y a une dissolution, alors nous irons devant les électeurs et électrices de manière très sereine, avec un projet et avec aussi une critique des 7 ans que nous venons de passer sous la présidence d'Emmanuel Macron. La commission spéciale donc, qui est chargée d'examiner le projet de loi de simplification de la vie économique a voté le 26 mars dernier la suppression des zones à faible émission qui interdisent l'accès à plusieurs grandes villes aux véhicules considérés comme les plus polluants, qui sont les plus anciens. Les ZFE ont été créés à l'origine pour améliorer la qualité de l'air, mais donc leurs détracteurs considèrent qu'elles pénalisent les ménages qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Pour vous, est-ce que ces ZFE, qui en l'état actuel des choses ont été supprimées, mais en commission, est-ce qu'elles posent un problème de justice sociale ? Oui, elles posent un problème de justice sociale, mais il y a deux facettes à cette justice sociale. Il y a à la fois les personnes qui n'habitent pas en ville et qui doivent rentrer dans les villes pour travailler ou même pour faire des courses, ce qui peut très bien pour aller voir quelqu'un. Et puis, il y a une autre dimension de cette injustice sociale qui est que les personnes qui meurent le plus, qui sont le plus affectées par la pollution aux particules fines, sont les personnes qui habitent au bord des entrées des villes et souvent, ce sont les personnes les plus pauvres. Donc, la ville de Lyon, par exemple, l'agglomération lyonnaise avait travaillé sur des exceptions
de ZFE pour les petits rouleurs, c'est-à-dire pour les personnes qui venaient moins de 52 jours, pour les personnes qui avaient une activité professionnelle qui nécessitait un véhicule, etc. Et moi, je trouve que en fait, c'est comme si on faisait des mesures écologiques qui étaient tellement administratives et tellement inacceptables qu'en fait, on faisait tout pour qu'elles ne soient pas acceptées et qu'on disait « Ah ben regardez, on ne peut pas les mettre en place ». Parce que là, aujourd'hui, on a un véritable problème. Il y a 40 000 morts de la pollution de l'air. Parce que c'est pareil, quand on dit qu'il n'y a pas assez d'argent sur les hôpitaux, il y a aussi beaucoup trop de malades, de cancers, de maladies cardiovasculaires. Et on donne des blancs-seings. On dit OK pour répandre tous les pesticides avec le moindre de contrôle possible. On dit OK pour que tous les véhicules polluants entrent en ville. Mais derrière, ça génère aussi des coûts pour tout le monde. Puis surtout, c'est notre santé. Et notre santé, elle est hyper importante. Au premier de l'an, on se dit bonne santé. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on l'a perdu, on sait exactement la richesse de ce qu'on a perdu. Sandrine Rousseau, vous avez présenté un rapport à l'Assemblée nationale suite à une commission d'enquête parlementaire sur les violences sexuelles dans le cinéma et les milieux culturels, un rapport accablant. Alors j'ai envie de vous demander comment maintenant on passe des paroles aux actes ? Que ce ne soit pas un texte mort-né. C'est tout à fait la bonne question. En fait, ces propositions, elles peuvent avoir 3 vies différentes. Une première vie sous forme d'une loi, d'une proposition de loi. Et nous allons travailler avec Erwan Balanant, qui est le rapporteur de cette commission d'enquête, pour faire une loi transpartisane. Elle peut être, le deuxième volet de proposition peut être pris en main par le ministère de la Culture qui, par des changements, par une mobilisation politique, des politiques publiques, peut aussi avoir une action. Puis la troisième manière de faire vivre ces propositions, c'est véritablement que les acteurs au sens large du monde de la culture s'en emparent. Et moi, j'invite le Festival de Cannes qui va commencer là demain, je crois, je l'invite à faire monter ce rapport, à ce que ce rapport monte les marches du Festival de Cannes, prenne le tapis rouge et soit entendu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un rapport structurant. Je rappelle qu'on a eu 350 personnes auditionnées, qu'on a passé 6 mois, qu'on a fait vraiment, on a énormément travaillé sur ce rapport. Ce que nous mettons dedans est révélateur de l'ensemble du milieu culturel. Et donc, je voudrais que nous l'entendions. Je voudrais que le Festival de Cannes l'entende. Je voudrais qu'il y ait un message fort qui soit passé. Je sais que Juliette Binoche est présidente de ce Festival de Cannes. Juliette Binoche, si vous m'entendez, vraiment, s'il vous plaît, dites un mot, parce que de votre mot peut dépendre beaucoup de la vie et de la carrière de beaucoup. Alors Frédéric a d'autres questions, mais comme vous venez de citer juste ce rapport, comment vous expliquez que les femmes victimes, souvent anonymes, soient venues témoigner à visage découvert et que certains hommes, parfois des acteurs, ont demandé à ce que leur audition, je vois que vous souriez, reste à huis clos? Alors déjà, toutes les victimes n'ont pas témoigné à visage découvert. Certaines ont demandé à être anonymes. Pourquoi les acteurs ont demandé à être à huis clos ? Sans doute parce qu'ils avaient peur qu'une phrase soit mal interprétée, qu'un propos soit instrumentalisé. C'est pour ça que nous avons sécurisé les choses, que j'ai accepté le huis clos pour eux, parce que j'estime qu'il était important d'avoir une forme de sincérité dans l'échange qui n'aurait pas été permis si on était en relais immédiat. Voilà. Après, je regrette quand même qu'ils aient fait ça, parce que je pense que leur parole était très importante. Et je trouve que dans cette audition, ils ont évolué même au cours de l'audition. Alors, est-ce que c'est de la façade ? Est-ce que c'est véritablement une réflexion qu'ils entament ? Eh bien, l'avenir le dira. Un mot sur la forme de ces commissions. On les a vues se multiplier, ces commissions d'enquête parlementaires, ces dernières années, avec des auditions parfois très tendues sur différents sujets. Et dans une tribune publiée par le magazine Marianne, 19 avocats, vous voyez de quoi je parle, s'en sont inquiétés. Aucun des droits, ont-ils dit, qui sont accordés à une personne qui a affaire à la justice ne s'applique à celui qui se retrouverait convoqué par une commission d'enquête parlementaire et forcé de s'y rendre. Le législateur de 1958 en a décidé ainsi, allusion donc à la Constitution de 58, sans doute persuadé que le principe intangible de la séparation des pouvoirs empêcherait toute commission de confondre son rôle avec celui d'un tribunal. Est-ce que vous êtes tombé dans ce travers ? Déjà, je remarque qu'à chaque interview, on me cite cette tribune. Ouais.
de 19 avocats, Oui. alors que dans le rapport, il y a 6 mois de travail, 350 auditionnés. Mais parce que peut-être qu'ils posent des questions qui ne sont pas absurdes. Je le dis parce que on ne s'est pas posé cette question quand il y a eu la commission d'enquête sur Total à l'étranger, notamment en Tanzanie, en Ouganda, etc. On ne s'est pas posé cette question quand il y avait la commission d'enquête sur les comptes publics, quand il y a des commissions d'enquête sur du blanchiment d'argent, etc. Et là, on se le pose, et de manière presque avec des trémolos dans la voix, parce qu'il s'agit des violences sexuelles. Je le dis, les violences sexuelles sont des crimes et délits de la même manière que le reste. Ouais. Et je vais répondre à votre question pour vous dire que la commission d'enquête est quelque chose qui a été prévu comme droit de contrôle du Parlement, et qu'en fait, il y a une restriction dans les commissions d'enquête, c'est de ne pas interroger des personnes qui sont impliquées dans des affaires, dans un processus judiciaire. C'est-à-dire que nous n'avons pas, par exemple, auditionné les victimes de Depardieu. Nous n'avons pas auditionné ni Depardieu d'ailleurs, parce que tout cela relève de la justice, est instruit par la justice. Mais par contre, nous avons cherché à comprendre quel était le caractère systémique de ces violences, d'où ça venait, de quelle organisation ça venait. Et ça, en tant que législateur, il est très important de le comprendre pour pouvoir faire des lois adaptées. Alors, je vais vous poser une autre question. Je ne sais pas si on vous l'a beaucoup posée celle-là, vous allez me dire, mais est-ce que dans la manière dont vous avez abordé votre travail pendant cette commission, vous aviez à l'esprit l'issue, la conclusion de l'affaire Julien Bayou, l'ancien patron des Verts, dont je rappelle que la procédure pour harcèlement moral et abus de faiblesse a été classée pour absence d'infraction. Est-ce que ça, vous l'aviez à l'esprit ? De quelle manière ? Enfin, qu'est-ce que vous voulez me dire, en fait ? Je voulais que je précise ma question. Posez vraiment votre question. Vous voyez bien Allez-y. qu'aujourd'hui, Julien Bayou dit que sa vie a été détruite parce qu'il a été accusé pour des choses qu'il n'a pas commises, qu'il avait toujours niées, et que finalement, la justice lui a donné raison. Vous avez été l'une de ses accusatrices, Alors déjà, l'une des personnes qui l'ont pointé. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, dans la manière dont vous avez conduit les auditions, il faut peut-être que j'ai à l'esprit présent ce raté-là ? Alors, je vais vous répondre sur Julien Bayou, qui a eu en effet un classement, qui a bénéficié d'un classement sans suite. Le classement sans suite n'est pas un blanchiment par la justice et ça n'est pas une procédure judiciaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de jugement disant que il y avait culpabilité ou innocence. Non, il a été dit non, qu'il il y a n'y eu avait pas un d'infraction. classement sans suite. Oui, mais il y a eu des classements sans suite pour Depardieu, il y a eu des classements sans suite pour Cobert, il y a eu des classements sans suite. En fait, le premier réflexe de la justice, c'est de classer sans suite. Donc voilà, j'entends ça. Maintenant, je respecte sa présomption d'innocence et il a cette présomption d'innocence. Je n'ai participé pour ma part à aucune des décisions l'excluant de quoi que ce soit. Donc en fait, moi j'ai juste porté une parole d'une femme que j'avais rencontrée et qui m'avait témoigné de choses. Je rappelle quand même qu'il y a près de 7 femmes qui ont témoigné dans un journal qui s'appelle Reporter. Je rappelle que le Canard enchaîné a témoigné de faits pouvant se relever du viol. Donc en fait, moi je dis, dans un parti féministe, le numéro 1 d'un parti doit bien se comporter avec les femmes qui militent à l'intérieur de ce parti. Et ça peut dépendre. Non mais ça peut dépendre de la justice ou ça peut ne pas en dépendre. Merci. Mais à un moment, c'est quand même un sujet politique de protéger les femmes à l'intérieur d'un parti politique. Et je continuerai. Merci Sandrine Rousseau. Merci. Bonne soirée. C'est vrai que c'est votre combat, Sandrine Rousseau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à Agnès Le Cossec et à Camille Néran et à toute l'équipe technique. À très vite. Merci. Les portes s'ouvrent. C'est quand même incroyable comment ils sont faits. C'est quelque chose de fou. Ça résonne en nous. C'est comme si tu étais dans un autre monde. Chaque jour, la culture fait du bruit sur France 24.